À Djamé, quartier Banfora dimanche matin, jour d'emplette pour Yacouba Fofana. Mais ce dimanche encore, comme tous les autres, ses courses, il les fera à pied ou en taxi. Depuis quelques années où il y réside, sorti de son quartier en voiture, est devenu quasiment impossible pour lui. À l'instar du quartier Banfora, c'est toute la commune d'Adjamé qui est touchée par le phénomène des bâches installées dans le désordre. À votre réveil, vous ne pouvez ni sortir à gauche ni à droite. Et c'est des négociations à n'en point fini. Et souvent, quand ils sont déjà installés, là, on ne peut plus rien faire. Soit vous attendez à ce que la manifestation finisse, et même quand bien même que ça finit, ils ne vont pas se lever, ils vont passer toute la journée, ainsi de suite. Mais c'est toujours des petits, c'est source de conflits. C'est un coin de retrouvage des jeunes. C'est pour cela, tous les dimanches, nous sommes là. On se retrouve pour faire la joie. S'il n'y a pas palabre, il n'y a pas d'autorité qui va venir pour dire non, pourquoi vous êtes en train de faire ça, pourquoi vous êtes en train de faire ça. Ils ne nous donnent pas la permission de nous installer, parce que tu vois. Le quartier même, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas un coin pour qu'on s'amuse. Après Adjamé, direction Atekoubé. Même constat. Une bâche en pleine rue, de la musique, les festivités vont bon train. Il s'agit en fait d'un mariage. J'en ai un frère qui se marie, donc nous sommes là pour le mariage. Il n'y a jamais eu de problème. On vient, on s'installe, on fait ce qu'on veut, puis après on s'en va. Non loin de là, un usager stoppé dans son élan par cette installation. Il se donne à une manœuvre interminable pour rebousser chemin. Que de désagréments. Ça nous dérange parce que quand tu as vécu comme ça, tu veux passer quelque part, il faut que tu tournes, tu dois aller tourner ou tu ne dois pas aller tourner. Bon, tu vas aussi là-bas aussi, tu trouves que c'est bloqué. En tout cas, samedi, dimanche, on a tout le problème à Tokoubé. Il n'y a pas de route là, les routes tous sont barrées. Sur la route, on n'arrive pas à faire demi-tour facilement, vraiment ça nous crée des problèmes. Rien ne te dit même qu'en faisant le demi-tour, tu ne vas pas aller rencontrer une autre bâche quelque part. Souvent, on est obligé de faire le tour du quartier, alors que ce n'est pas dans le contrat avec le chauffeur de taxi. Et ça fait des discussions inutilement. Les riverains n'en disent pas moins. Il est inconcevable, selon eux, que des personnes occupent le domaine public sans autorisation. Ils accusent les autorités communales. Si dans la commune, il y a les autorités compétentes qui n'arrivent pas à agir, eux-mêmes sont dans la commune, ils voient ce qui se passe. Il faut que le premier magistrat tienne compte de cela. Il n'a qu'à essayer de voir et organiser ses agents là où on ne doit pas mettre des bâches dans les voies publiques. Il n'a qu'à interdire ça. Je ne sais pas si la mairie ne s'organise pas en fonction des rues, des trucs pour donner autorisation aux gens, il ne sait pas comment ça se passe. Mais souvent c'est une seule entrée, une seule sortie à tout coup le dimanche. Les autorités, quant à elles, tentent de se justifier. Les jeudis et le week-end, parce que ce sont ces moments-là qui sont les plus utilisés pour les cérémonies festives. Et souvent aussi, malheureusement, pour les condoléances et les funérailles. C'est lié au fait que notre habitat est composé essentiellement de cours communes. Nous donnons des autorisations sur des axes non structurants pour ne pas empêcher la circulation des personnes et des biens. Et souvent, il y a des dérapages parce que les populations préfèrent rester à côté de leur maison et non pas aller dans le carré qui est un peu plus lointain. L'occupation des rues, notamment dans la commune d'Adjamé, qui est l'ensemble de la panoplie de la culture africaine, il faut dire que c'est des habitudes déportées depuis le village jusqu'en ville. Il ne s'agit pas de s'imposer, mais il s'agit d'amener les gens à comprendre la nécessité d'harmoniser un peu les espaces pour une question de commodité, afin que ce ne soit pas trop gênant pour tout le monde. Après la phase de sensibilisation, des sanctions sont prévues à l'encontre de toutes ces personnes qui enfreignent aux dispositions mises en place par les autorités communales. Les mesures, c'est simple, c'est des amendes, ou c'est purement, même pendant la cérémonie, venir interdire la cérémonie, enlever les abris. Il faut prendre une autorisation. Tous ceux qui vont se retrouver sans autorisation, nous serons obligés. Nous serons obligés non seulement de mettre en fourrière les abris et bâches qui ont servi à créer cette nuisance, nous allons saisir les appareils qui font les nuisances et nous allons aussi mettre une pénalité pour tous les opérateurs économiques qui, sans tenir compte de nos instructions, barrent les rues de façon anarchique. Pourvu que ces mesures soient respectées pour le bien de tous. L'ONG Save Children a appuyé la construction de 200 écoles primaires afin de permettre à plus de 28 000 enfants d'avoir accès à l'éducation. Le projet Éduquer l'enfant prend en compte les régions centre, nord et nord-ouest du pays.
Pour accompagner les enseignants de ces écoles dans l'appropriation des concepts du respect des droits des enfants, un séminaire est initié. C'est pour faire un rappel au niveau des enseignants, pour leur dire que la violence est bannie dans nos écoles et ils doivent être les premiers protecteurs de l'enfant. Ensuite, nous allons parler de la participation de l'enfant à travers les activités de la vie scolaire, en milieu scolaire, pour leur plein épanouissement et leur développement harmonieux au sein de l'école. Pendant 3 jours, les participants à cette session de formation ont renforcé leur capacité dans la méthode d'enseignement APC, approche par compétence, une méthode en vigueur en Côte d'Ivoire depuis 3 années. Appropriation des tests officiels relatifs aux droits et à la protection de l'enfant, pratique de la discipline positive et les alternatives aux punitions physiques et humiliantes. Des modules de formation salués par la famille éducative. Sauver un enfant passe aussi par son éducation. Alors, ces genres de formations nous permettent d'acquérir les instruments, les outils nécessaires pour réussir cette éducation. L'approche par les compétences est une innovation qui nécessite d'être démultipliée. Au nombre de 64, ces enseignants sont issus des directions régionales de l'éducation nationale de Bouaké et de Katiola. Il est passé du football au catch en quelques mois. Tim Wiese, 34 ans, éphémère gardien de but de la Mannschaft, a pris sa retraite en septembre 2015. Depuis, il a arpenté les salles de sport pour prendre 40 kilos de muscles et réaliser son rêve, devenir salarié de la plus grande entreprise d'organisation de combat de catch des États-Unis. C'est incroyable. En Amérique, c'était brutal. Les instructeurs veulent voir si tu peux mordre et ça, c'est vraiment mon truc. Trop excentrique, Tim Wiese n'a jamais fait l'unanimité dans le monde du football allemand. En 2014, son club Hoffenheim a même décidé de se passer de ses services. Toujours sous contrat, payé à ne rien faire, Wiese a donc décidé de préparer sa reconversion en poussant de la fonte et en changeant son alimentation. Des conseils de bien-être spécial catch dont il vantait déjà les mérites il y a un an lors de l'ouverture d'une salle de fitness à Berlin. Les secrets, ce sont l'alimentation et ton comportement quand tu ne t'entraînes pas. Pas d'alcool, beaucoup d'eau et beaucoup de viande. Il faut presque manger 1 kilo de viande par jour. Les combats de catch, plus proches du spectacle que du sport car scénarisés, passionnent Tim Wiese depuis sa plus tendre enfance. Il pense qu'il héritera du personnage du méchant, hué par les spectateurs, un rôle qui ne lui est pas inconnu. Quand je jouais au foot, j'étais déjà le méchant. On me sifflait dans le stade, mais ça ne me fait rien. Tim Wiese fera sa première apparition sur le ring le 3 novembre. Il devrait d'ici là connaître son nom officiel de catcheur. Les médias, eux, le surnomment déjà le Stallone allemand. Si je dois mourir au service de la nation, je le ferai avec fierté. Indira Gandhi, 30 octobre 1984. Eh bien, un jour plus tard, le 31 octobre 1984, Indira Gandhi est assassinée par 2 de ses gardes du corps peu avant ses 67 ans. Les assassins sont d'ethnie sikh. Plus d'une dizaine de milliers de Sikhs seront lynchés quelques jours plus tard. À ses obsèques, plus d'1 million d'Indiens assistent le 3 octobre 1984 selon les mêmes rites que son père Nehru. Indira, assassinée par ses gardes du corps, des Sikhs ralliés à la cause indépendantiste. Fille unique du père de l'indépendance de l'Inde, le Pandit Nehru, elle devient Premier ministre en janvier 1966, poste qu'elle exerce jusqu'en 1977, puis de 1981 jusqu'à sa mort. De son père, elle gardera le côté autoritaire. Son objectif, moderniser l'Inde selon les principes du socialisme. Arrêtée en 1977, elle revient sur la scène en 1980 comme Premier ministre, mais son second mandat est marqué par des tensions avec la communauté sikh du nord de l'Inde. Le 5 juin 1984, l'armée pénètre dans un de leurs temples sacrés, puis ouvre le feu. Plusieurs pèlerins sont tués. L'assassinat du Premier ministre par ses gardes du corps sikhs est à la réalité une action de représailles. Le fils d'Indira, Rajiv Gandhi,
prendra sa succession comme Premier ministre, mais sera à son tour assassiné par une kamikaze tamoule le 21 mai 1991.